Vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. On va s'inspirer du Zohar sur la paracha de Tazria. Alors, cette année, on a la chance d'avoir Tazria Metzora d'un seul coup, et on va se pencher un petit peu sur Tazria. Et quelque chose qui risque de tous nous intéresser, c'est une technique pour pouvoir concevoir un garçon ou une fille et choisir, enfin choisir entre guillemets, on va comprendre comment ça se fait que on a une possibilité de soit concevoir un bébé garçon, soit un bébé fille. Alors, il y a le verset dans Tazria qui nous dit Daber ben Israël est mort, Isha ki Tazria velada zachar, vetamal shivat yamim, ki meni ida tu bayam hashmi, yumol basar vlato. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dit au ben Israël que lorsqu'une femme, elle va concevoir un bébé mâle, alors elle sera impure durant 7 ans, comme si elle était nida. Et au huitième jour, on devra faire la brite. Et par contre, si elle conçoit une fille, alors elle sera impure pour plus de jours. Alors nous avons Rabbi Yitra qui nous enseigne au nom de Rabbi Ami dans la Gemara que si c'est la femme qui libère sa semence en premier, alors elle accouchera d'un garçon. Mais si c'est un homme qui libère la semence avant que la femme libère la sienne, alors il y aura une fille. Comme c'est écrit dans le Passouk, lorsqu'une femme concevra et enfantera un mâle. De là on voit que c'est lorsque la femme elle conçoit en première la semence et les ovules, alors à partir de là, elle concevra un mâle. Mais si c'est l'homme qui conçoit en premier et qui sort sa semence en premier, alors ça sera une femelle. Mais les Chachamim nous ont pas expliqué la source du verset par rapport à ça, jusqu'à ce qu'on a Rabbi Tzadok dans la Gemara qui nous explique un verset dans Bereshit qui nous dit Iné, voici les fils de Léa, qu'elle va enfanter à Yaakov à Padamaram, et ainsi que Dina, sa fille. Et donc de là, on voit que la Torah, elle associe, elle attribue la naissance des garçons aux femmes, alors que la naissance des filles, elle l'attribue aux hommes. Parce qu'on dit les fils de Léa, on dit pas les fils de Yaakov, on dit les fils de Léa, et Yaakov, sa fille, qui est Dina. Donc la fille, elle est dite par rapport à Yaakov, et les fils par rapport à Léa. Donc faut qu'on essaye de comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer ce genre de secret. Alors nous avons le Harizal qui nous dit que la semence de l'homme, elle provient du cerveau. Il dit ça dans Etzreim, Char Tal, sur le Perek Yud Gimel. Il nous dit que la partie droite du cerveau, qu'on appelle la chorma, ça incarne le côté masculin qui est représenté par la lettre Yud de Yudke Vavke, le nom d'Hachem. Tandis que la partie gauche du cerveau, lui, il représente la bina et c'est le côté féminin qui est représenté par la lettre Hei de Yudke Vavke. Et donc, il y a un premier zivug, un premier rapprochement qui va se créer entre les deux cerveaux de l'homme, celui qui va représenter le côté masculin et celui qui va représenter le côté féminin. Et avec ça, donc, on aura Yud et Kei. La semence, elle commencera légèrement à se matérialiser dans le cervelet, qui lui représente le Da'at. Et cette semence, avant de se matérialiser comme une semence comme on connaît, elle est d'abord une lumière spirituelle qui est incarnée par des noms divins jusqu'à ce qu'elle descende le long de la colonne vertébrale qui est représentée par le Vav, comme la colonne vertébrale, pour parvenir jusqu'à l'organe reproducteur qu'on appelle le Yesod. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est très grave d'avoir de la Zera Levatala, de sortir de la semence en vain, parce qu'on voit que la semence, elle est directement reliée au nom d'Hachem et elle provient d'une lumière des noms d'Hachem. Et donc, avoir de la semence en vain qui n'est pas pour concevoir, alors c'est être mévatel des noms d'Hachem, c'est transgresser le nom de Dieu et l'utiliser en vain. Pour ça aussi qu'on appelle ça la semence en vain. Et c'est pour ça que c'est aussi grave. Donc maintenant, on sait que les deux premières lettres de Yud Kevavke, le Yud et le Ke, dans le nom d'Hachem, ça représente aussi le père et la mère. Et les deux dernières, Vavke, ça représente le nom divin qui représente les enfants. Et la lettre Vav, en fait, de Yud Kevavke, ça représente les enfants mâles. Et la lettre Heish, ça représente la femelle, les enfants femelles, femmes. Et tout le lien, d'ailleurs, on voit, et c'est vachement drôle, c'est que dans les conjugaisons en hébreu,
Pour dire au féminin, on utilise ha avec le h, et pour le, par exemple, la à elle, et pour dire à lui, on dit lo avec un vav. Donc le vav il correspond au garçon, le he il correspond à la fille. C'est pas pour rien, ça vient du nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans le yud kevavke, on a le yud qui correspond à, on a dit, euh, excusez-moi, le yud qui correspond et le he qui correspond au père et à la mère, et le vav et le ke qui correspond soit aux filles que ça va engendrer, soit aux garçons que ça va engendrer. Et c'est pour ça qu'en même temps on dit, et on voit un yesod par rapport à ça, on dit qu'il y a trois personnes qui conçoivent un enfant, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Et on voit qu'en réalité le père et la mère ils conçoivent un enfant, ce qui va donner le nom au final Yud Ke Vav Ke, et donc on retrouve bien Akadosh Baruch Hu même dans la conception. D'autre part, le Harizal, il nous dit que la première lettre Yud, du Yud Kevavke, elle est écrite pleinement. C'est-à-dire quoi pleinement? Si on la décompose, Yud, comment est-ce qu'on écrit Yud? Yud, Vav, Dalet. Ça fait le mot Yud. Or, le Tikkun Zohar, il révèle que la lettre Yud, ça représente le père, le Vav, le fils, et le Dalet, ça représente la fille. Et en réalité, il faut expliquer que l'essentiel de la semence du zera du père, elle est inclue dans la lettre Yud, qui a pour valeur numérique 10. Et c'est quoi 10? Ce sont les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes du père. On connaît les sphirotes sur les différents degrés. On sait qu'il y a la lumière divine qui vient sur Terre, qui passe par 10 sphirotes, 10 filtres, qui sont aussi 10 mondes, etc. Et en fait, on retrouve, et on a souvent le dessin d'un homme comme ça, et on a les 10 sphérotes à différents endroits. Et comme on a commencé à le citer tout à l'heure, il y a la partie droite du cerveau qui est une sphéra, la partie d'autre une autre, la colonne vertébrale, etc., etc. Donc, le yud, le yud, on le décompose, on l'écrit pleinement, ça fait yud, vav, dalet, ça fait le mot yud. Le yud, ça représente le père, le vav, le garçon, et le dalet, la fille. Et le Yud qui représente le père, ça a la valeur 10 qui correspond aux 10 sphirotes. Et donc de là, on voit que la semence que le père va émettre, ça doit contenir potentiellement un côté masculin et un côté féminin qui sont représentés par le Vav et le Dalet du mot Yud. Parce que le Yud, c'est déjà le père. Donc, dans le Yud qui est le père, dès qu'on pose le Yud, on voit qu'il y a dans sa semence, il y a une partie féminine, une partie masculine. Ce qui fait que lorsqu'il va donner de la semence, il y a un potentiel pour que cette semence, ça fasse un garçon, et un potentiel pour que cette semence, ça fasse une fille. Par conséquent, lorsqu'un homme il va émettre sa semence, elle contient inévitablement donc un côté masculin et un côté féminin. Et le Harizal, il nous explique que lorsque la semence elle pénètre à l'intérieur de la femme, alors la lettre Vav, qui correspond, comme on a dit, le potentiel d'avoir un garçon, elle entre en premier. Parce que c'est Yud, Vav, Dalet. Donc le Vav, il rentre en premier. Et juste après, il y a quoi? Il y a la lettre Dalet qui rentre dans la femme via la semence, qui représente le côté féminin. Et donc, c'est de là qu'on voit que lorsque l'homme, il émet sa semence en premier, alors son épouse, elle va concevoir une fille parce que le potentiel garçon qui est incarné par la lettre Vav, elle est entrée en première. Et en réalité, c'est quoi le Inyan? C'est que le côté masculin, il prédomine sur le côté féminin. Et comme c'est suivi par la lettre Dalet qui représente le côté féminin, alors lorsque l'homme il l'ensemence en premier, c'est la fille potentielle qui sera fécondée et qui va naître en premier. Et c'est aussi ça qui peut nous expliquer un Rashi qui nous parle justement de la naissance de Yaakov et de Esav, où il y a écrit, il dit, prends un tube dont l'embouchure est étroite, place-y deux pierres, l'une suivie de l'autre. Celle qui rentre en premier, ça sortira la dernière. Celle qui rentre en dernière, ça rentre en premier. Et il se trouve qu'Esav, qui a été formé en dernier, il est sorti le premier, mais Yaakov, formé le premier, il sort en dernier. C'est simple, c'est comme ça qu'on explique les jumeaux. Lorsqu'une femme, elle est enceinte de jumeaux, alors le premier enfant qui est né, qui a été conçu, il se met derrière dans le ventre pour laisser place devant au deuxième jumeau. Donc le premier qui va sortir, c'est le deuxième qui a été créé dans le ventre de la mère. Comme on voit, c'est comme quand on rentre deux pierres dans un tube, on pousse, et après quand on veut ressortir, bah, c'est la deuxième qu'on a rentrée qui va sortir la première. Et donc c'est pour ça que lorsque l'homme il féconde en premier,
il va envoyer le Vav et le Dalet de Yud, parce que lui c'est le Yud, il va envoyer le Vav et le Dalet, le Vav c'est l'homme, le Dalet c'est la femme, donc il va envoyer les deux, donc le Vav en premier qui représente l'homme et le Dalet en deuxième qui représente la femme, donc qu'est-ce qui va sortir en premier comme on a dit? C'est la deuxième qui est rentrée. Et donc c'est le Dalet, donc si c'est l'homme qui est en semence en premier, ça sera une fille qui sortira. Et donc la lettre Dalet, elle va prédominer au final sur la lettre Vav. La femme, le côté féminin va prédominer sur le côté masculin pour former la lettre He du nom divin Yud Kei Vav Kei qui représente le côté féminin. Et en effet, la lettre Vav, elle va se soumettre et elle va s'inscrire sous le toit d'une grande lettre qui est le Dalet, qui domine une petite lettre qui est le Vav, qui formera le petit segment de gauche de la lettre He. Ça, c'est extraordinaire quand on écrit He. En réalité, la lettre Vav, elle va se, elle va se rentrer dans le Dalet, puisque Dalet, c'est comme ça. Le Vav, c'est une barre. Donc le Vav, en réalité, il va venir sur cette partie du Dalet. Et le Dalet, il va se mettre sur la partie droite du He, parce que le He, il est comme ça. Et donc le Dalet, il est à gauche, et le Vav, il est le Dalet dans le He, il est la partie droite, et on a le petit point qui se rajoute. Et donc l'un va s'inscrire en réalité dans l'autre. Le Vav, il va se mettre dans le Dalet qui est dans la lettre He. Et donc, lorsque c'est l'homme qui ensemence le premier, c'est pour ça que c'est une femme donc qui va sortir en première. Cependant, si la femme elle émet sa semence en première, alors là la situation elle s'inverse. Yud, donc on a dit Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. Bah cette fois c'est la femme qui ensemence en premier. Elle a d'abord le Dalet puis le Vav, parce qu'elle a d'abord le côté féminin puis le côté masculin. On rappelle, féminin c'est Dalet et le masculin c'est le Vav. Et donc le potentiel génétique, il va modifier l'ordre établi. Donc le premier qui va rentrer, c'est le côté féminin, le deuxième, c'est le côté masculin, et on a dit, le premier qui sort, c'est le dernier qui est rentré. Donc c'est le côté féminin, avec le Dalet qui va sortir, et qui va, excusez-moi, le Vav qui va sortir, et qui va donc donner une fille. Et c'est pour ça que si c'est la femme qui ensemence la première, ça sera un garçon, excusez-moi, j'ai inversé, c'est un garçon qui sera engendré le premier. Et ça, c'est le secret que nous donnent justement les sages dans la Gemara, où Rabbi Irmia ben Elazar nous a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon avec un côté mâle et un côté femelle qui étaient joints dos à dos, comme il est écrit dans excusez-moi, comme c'est écrit dans le pasuk dans Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, il a façonné à l'arrière et à l'avant. Ça, c'est la Masechet Brachot à la page 61, Amoud Aleph qui nous dit ça. Samech Aleph, Amoud Aleph. Et donc, l'expression qu'a utilisé nos sages en disant do, dalet vav, qu'on a traduit nous par double, c'est représenté donc encore une fois par la lettre dalet et la lettre vav. La lettre dalet qui représente le côté féminin dans la semence et la lettre vav qui représente le côté masculin. Donc on comprend comment ça se fait que dans le passouk, et nos sages ils ont expliqué que Adam Arishon il avait un côté masculin et un côté féminin, parce qu'on dit qu'il a été créé do, dalet, vav, que nous on traduit double. Pourquoi? Parce que le Dalet, c'est le côté féminin et le Vav, c'est le côté masculin. Donc on voit que cette dualité, c'est parce il avait les deux sexes directement en lui, un derrière l'autre. Et donc on peut conclure ça avec le Zohar HaKadosh, qui explique que lorsque le nom divin Yud-Kei Vav-Kei, ça va dominer un autre nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Adokai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, pour donner une combinaison spéciale qui est Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He. On a mixé les deux noms, on a mixé Yud, Ke, Vav, Ke et Adokai. Et ça représente la miséricorde. Et c'est ça le secret de la femme qui met sa semence en première. Ça veut dire que si elle met sa semence en première, alors c'est la partie homme qui va prédominer, parce que c'est un homme qui en sortira. Et dans ce cas, c'est évident qu'elle va engendrer un garçon. Mais si le nom Adokai, il va prédominer sur le nom Yudkevavke, on rappelle que Adokai, ça, c'est un mot qui veut dire notre maître. Et donc c'est un peu plus rigueur. Yudkevavke, c'est l'attribut de miséricorde. La femme, c'est plus l'attribut de miséricorde. Et l'homme, c'est un peu plus l'attribut de rigueur.
Donc si maintenant c'est le nom Adokai qui domine sur le nom Yudke Vavke, ça va donner une autre combinaison qui fait Aleph Yud Dalet Hei Nun Vav Yud Hei. Et donc, là, c'est la rigueur. Et par conséquent, ça veut dire que c'est l'homme qui a sécrété la semence en premier. Et donc, s'il l'a sécrété en premier, ça veut dire que la sécrétation féminine, elle est venue après. Et comme elle est venue après, c'est la première qui va en sortir. Et donc, la semence féminine, elle va dominer sur le masculin pour engendrer une fille. Alors, bien entendu, tout ça, c'est très kabbalistique, on n'arrive pas à comprendre ce que ce sont les noms, etc. C'est aussi là où on apprend ce que ça veut dire Ezer Kenegdo, une aide contre lui, face à lui, parce qu'on voit qu'en réalité, on produit l'inverse. Une femme qui ensemence en premier, elle va produire l'inverse de la femme. Un homme qui ensemence en premier, il va produire l'inverse, il va produire une fille. Et justement, c'est encore une fois, c'est tout un lignel, on ne peut pas comprendre, mais qu'on touche un petit peu à cette idée. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques en réalité pour pouvoir avoir des hommes ou des garçons ou des filles. C'est écrit dans la Gemara. Après l'acte, si on se couche sur le côté droit ou quelque chose comme ça permet d'engendrer un garçon, par exemple. Donc, il faut savoir que, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie. On fait confiance. Encore une fois, on étudie ça pour avoir le srout d'étudier, pour avoir des chidushim sur la paracha, pour essayer à un tout petit niveau de toucher un peu plus à la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Il faut se rappeler qu'il ne faut pas trop rentrer dans les cours d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas essayer de, de, de hijack les plans d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a une très belle histoire par rapport à ça. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, sauf que c'était une histoire sauf que je vous l'ai déjà raconté sur Shlomo et David. Je sais que je vous l'ai raconté parce que j'ai toujours le même bug. Il faut que je vérifie si c'était Shlomo ou David. Ou très rapidement, il y a un homme qui l'a suppléé, c'était Shlomo, il me semble. Je vous ai dit exactement la même chose la dernière fois, je pense, qui lui a supprimé de lui apprendre le langage des animaux. Shlomo, il a dit que c'est pas du tout une bonne chose de connaître parce que ça fait partie des secrets du monde. Au final, il lui a appris. Grâce aux animaux, il a pu entendre qu'il allait avoir le lendemain un incendie, des voleurs, etc. Donc, il a pu éviter tout ça. Donc, il était très content de connaître ça parce que ça lui a évité de grandes pertes. Mais par la suite, il a été tué. Il s'est demandé pourquoi est-ce qu'il a été tué. Shlomo Meller, au final, il lui a dit que c'était décrété à Rosh Hashanah qu'il devait mourir cette année. Makadosh Baruch Hu, comme il avait des mérites, il voulait pas le tuer. Alors il a voulu lui retirer tous ses biens, parce qu'on sait qu'un pauvre, il est considéré comme un homme mort. Et donc, ça suffisait. Mais donc, il a voulu lui retirer tous ses biens par un incendie. Mais lui, il a voulu hijack un peu, connaître les codes de la création. Donc, il a su prévoir qu'il y avait un incendie. Donc, il a pu l'éviter. Il devait avoir des voleurs qui allaient lui prendre tous les biens. C'était une seconde chance. Il a évité. Donc, là, le Malachabet, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il est encore vivant. Ce que tu as voulu faire, entre guillemets, ça n'a pas marché. Alors, je peux me permettre de le tuer. Et donc, il l'a tué. Et de là, on voit que justement, il ne faut pas rentrer dans les codes d'Akadosh Baruch Hu, même si on pourrait, mais il faudra un niveau extrêmement élevé, pouvoir changer un petit peu les comptes et dériver un petit peu comme on veut. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, la façon dont il fait, c'est la meilleure façon pour nous. On ne connaît pas ses raisons, mais ce sont les meilleures façons. Alors, faut pas, parfois même quand on a des épreuves, parfois, c'est bien d'avoir ces épreuves parce que c'est méchaper des fautes et ça peut nous sauver la vie ou nous sauver de grands dangers, etc. Quand on a des problèmes de parnassa, aussi, ça peut nous sauver de beaucoup de choses. Alors, si on connaît des formules, ce genre de choses pour essayer de changer ça, faut pas forcément le faire parce qu'il faut faire confiance à Kadosh Baruch Hu. S'il fait, c'est pour nous retirer par exemple des fautes. Si au final on fait des formules pour changer ça et qu'on arrive à devenir riche grâce à ça, alors Kadosh Baruch Hu, il va dire, bon, moi je devais te retirer de l'argent pour t'éviter la mort ou pour t'éviter d'avoir un mauvais jugement pour qui pour et tout. Au final, t'as hijack, bah alors tu vas devoir mourir, Chas Shalom, je peux plus rien faire pour toi. Et donc, Chas Shalom, on en arrive à là. C'est pour ça que on sait, on l'a déjà dit, que dans Sefer Tzroach Haim, c'est noté au début de l'introduction, 15 bénéfices qu'on peut avoir en étudiant le Zohar. On dit qu'on pourra l'étudier dans le Olam Haba, on a une face rayonnante, même si on ne comprend pas ce qu'on dit, etc. Donc, on a le mérite au moins d'étudier ça. Encore une fois, on est loin d'avoir compris, mais en tout cas, je suis loin d'avoir compris tout ce qui doit se dire. Mais qu'on ait au moins ce srout et qu'on ait cette mitzvah de le Met Torah et que Bezrat Hashem, on ait un good Shabbos et qu'on ait toujours des choses à dire sur la paracha. Chazak U'Baor, Shabbat Shalom.